Nous allons découvrir aujourd'hui l'un des observatoires astronomiques les plus importants de l'hémisphère nord. Alors il est installé ici, dans l'île de La Palma, au sommet d'un ancien volcan, au décor absolument vertigineux. On y étudie les étoiles les plus lointaines de l'univers, mais aussi celle qui est la plus proche de nous, le Soleil. Mais avant de regarder le Soleil en face, de faire ce voyage de 150 millions de kilomètres, il nous faut arpenter cette île pratiquement verticale. Vous allez découvrir que l'île de La Palma et toutes les Canaries sont un paradis non seulement pour les astronomes, mais aussi pour les botanistes et les géologues. Je suis déjà venu aux Canaries pour photographier les astres sous un ciel sans nuages. Mais ces îles, je n'ai jamais vraiment pris le temps de les découvrir. Je décide de prendre un peu de hauteur en compagnie de Vicente Soler, un vulcanologue qui étudie l'histoire géologique de cet archipel et qui participe à la surveillance de l'activité volcanique. Regarde Serge, sur la droite. On voit la coulée de la dernière éruption du volcan Teneguía qui a eu lieu au sud de l'île en 1971. La lave a tout recouvert. Il y a eu des victimes? Non, mais il y a eu des dégâts matériels, bien sûr. La Palma, c'est une île assez jeune. Elle est sortie de l'océan il y a combien de millions d'années? L'île a environ 3 millions d'années. Elle a été formée par une succession d'éruptions volcaniques qui ont accumulé ces montagnes de lave jusqu'à 2400 mètres d'altitude. Mais on ne voit qu'une petite partie du volcan. Il faut imaginer qu'environ 2 tiers de cette montagne se trouvent sous la mer. Vicente, qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est très impressionnant cette coulée. Ce qu'on voit ici, c'est la sortie de la caldeira de Taburiente au niveau de la mer. À la suite d'un glissement de terrain, une partie du grand volcan situé au nord de l'île s'est effondrée vers l'océan. L'effondrement a creusé une gigantesque cuvette, une caldeira, que l'érosion a ensuite continué à creuser. Malheureusement, aujourd'hui, le cœur de la caldeira est invisible. Elle est cachée dans les nuages. Mais sur une image prise par satellite, on mesure bien la dimension colossale de cet effondrement qui a eu lieu il y a 500 000 ans. À l'époque, un pan entier de la montagne s'est déversé dans la mer, provoquant une gigantesque vague, un tsunami. Alors là, nous sommes à 2000 mètres d'altitude. Nous venons d'émerger de la mer de nuages. Et on est vraiment dans des conditions astronomiques, c'est-à-dire au-dessus de l'avion, un ciel extrêmement pur, ce bleu que les astronomes connaissent bien, ce qu'on appelle un ciel coronal. Et à notre droite, on a l'observatoire astronomique de La Palma. Retour sur Terre, à Santa Cruz de La Palma. Pour atteindre l'observatoire, je dois maintenant grimper le volcan à pied. Mon guide, c'est Ramon Peña, l'un des experts du parc national de la caldeira des Taburiente, une véritable planète en miniature, comme la surnomment les botanistes. Une planète presque verticale, d'une extraordinaire diversité biologique. Bon, Serge, on va aller du niveau de la mer jusqu'au sommet. Et tu vas voir qu'on va traverser des étages de végétation et des écosystèmes très différents. Il y a très peu de lieux dans le monde où l'on peut rencontrer une telle diversité végétale dans un espace aussi petit. Nous sommes dans la zone la plus basse de l'île. Et ici, il n'a pas plu depuis au moins 4 ou 5 mois. Ici, on peut voir certaines plantes comme cette euphorbe cardon ou la tabayaba qui sont typiques de cet étage végétal très aride. Elles sont originaires du continent africain ou d'Europe et elles ont colonisé les Canaries il y a quelques millions d'années. Arrivées sur ce territoire volcanique, elles ont évolué en s'adaptant à ce nouveau milieu, au sol et au climat. Ramon m'a fait comprendre pourquoi on a créé ici un parc national. Si ce site est précieux et si protégé, c'est qu'il abrite une flore unique au monde. Nous arrivons à 300 mètres d'altitude. Nous allons bientôt pouvoir nous protéger du soleil à l'ombre d'un arbre.
Mais quel arbre! Sergio, mira. Tiens Serge, regarde. Cet arbre, c'est un dragonnier. Son sang, sa sève est rouge. C'est le sang du dragon. Autrefois, les premiers habitants de l'île utilisaient cette sève pour se soigner, pour traiter les douleurs ou des maux d'estomac et pour bien d'autres propriétés. Il y a une légende qui raconte qu'il y avait autrefois un dragon qui terrorisait l'archipel. Ces populations ont réussi à le tuer. Son corps s'est transformé en un arbre gigantesque, le dragonnier. C'est vrai qu'il a des sacrées griffes, hein, ton dragon. Et tu as une idée de l'âge de cet arbre? C'est un spécimen très grand qui doit avoir plus de 200 ans. Le dragonnier est le symbole de cette zone située entre 200 et 400 mètres d'altitude. C'est aussi devenu le symbole des Canaries. Waouh! Ah, c'est magnifique. Ça méritait l'ascension. On a plus de 700 mètres? Oui. Ça, c'est la laurisilve. C'est une forêt très ancienne qui existait en Europe à la fin de l'ère tertiaire, il y a un peu plus de 2 millions d'années, et qui a disparu du continent à la suite d'une grande glaciation. Mais ces arbres ont trouvé refuge aux Canaries. Mais qu'est-ce que c'est vert? C'est incroyablement vert. Ça veut dire qu'il pleut beaucoup, finalement? En fait, ces arbres captent davantage l'humidité de la brume que celle de la pluie. Et comme ces arbres ne perdent pas leurs feuilles, ils restent verts toute l'année. C'est étonnant comme il fait doux ici, Ramon. C'est toujours comme ça ou la température est toujours la même au fil des saisons? La laurisilve absorbe l'humidité qui vient du nord-ouest de l'île. C'est pour ça qu'ici l'air est doux. Et la forêt agit comme une éponge. Elle concentre toute cette eau dans le sous-sol et alimente les réserves d'eau. Regarde Serge, ça c'est un til. C'est le plus grand arbre de la laurisilve. Il peut atteindre 35 mètres de haut. Grâce à son feuillage, cet arbre capte l'humidité des nuages et peut récolter entre 15 et 25 litres d'eau par jour. Ramon me raconte que des ingénieurs se sont inspirés de cet arbre-fontaine pour mettre au point des filets attrape-brouillard qui captent les fines gouttelettes contenues dans les nuages. Ces collecteurs de brume peuvent récupérer jusqu'à 20 litres d'eau par mètre carré et par jour. Une précieuse ressource en eau utilisée notamment pour l'agriculture ou la lutte contre les incendies. Nous avons quitté les brumes de la laurisilve. Entre 1000 et 2000 mètres d'altitude, la végétation commence à se raréfier. Nous approchons du sommet. Oh, c'est grandiose, hein. La caldeira des Taburiante. Ah, c'est incroyable, Ramon. La taille. Si. Mais on n'est pas du tout à l'échelle humaine, là. Hein. 1500 mètres de profondeur, 30 km de circonférence. Cette caldeira que je découvre enfin est l'une des plus grandes du monde. Bon, je vais poser mon sac. Oups. Tu vois, Ramon, c'est étonnant parce que je suis déjà venu ici et toute la caldeira était emplie de nuages. Ça faisait comme un chaudron, si tu veux, et on voyait les nuages se déverser au-dessus des lèvres du volcan. C'est absolument magnifique. Ça arrive surtout en automne et en hiver, lorsque les nuages qui arrivent de l'ouest couvrent le bas de la caldeira et montent chargés de beaucoup d'humidité. En tout cas, Ramon, là, on commence à sentir qu'on est au pays des astronomes. Hein. L'altitude, le ciel sec, bleu, là, on se rapproche des étoiles. Hein.
Regarde, Serge, on y est. Voilà l'observatoire. Oui, on est enfin arrivé. C'était physique, mais alors vraiment, c'était une randonnée extraordinaire. Ramon, je voulais te remercier. Je n'avais jamais vu l'île de La Palma comme ça. Merci beaucoup. Maintenant, je vais retrouver mes amis astronomes pour découvrir les étoiles. Ok. Muchas gracias. Suerte. Ciao. Gracias. Ciao. Ça y est, j'y suis. Roques de Los Muchachos, l'un des plus grands observatoires du monde. Il compte une quinzaine de télescopes. Le tout dernier d'entre eux, c'est le Grand Écan. Je tenais absolument à le visiter. C'est le plus grand télescope optique du monde. Dernier né d'une aventure scientifique qui a commencé avec la minuscule lunette de Galilée, voici plus de 4 siècles. C'est Pedro Alvarez, le directeur de Grand Écan, qui m'ouvre les portes de son télescope géant. Pedro, vous avez choisi cette couleur grise pour des raisons esthétiques, la coupole? Souvent elles sont blanches. Non. Ce qui nous importe, c'est que la couleur réfléchisse le plus possible la lumière du soleil. Cela permet d'éviter que l'air ne chauffe à l'intérieur de la coupole, car cela créerait des turbulences qui viendraient troubler les images du télescope. La nuit, ce miroir fait face aux étoiles. La lumière des étoiles frappe le miroir et ce miroir qui mesure donc 10,40 m de diamètre concentre la lumière vers 2 instruments et ce sont ces instruments qu'utilisent les astronomes pour faire leur travail, c'est-à-dire analyser ce que raconte cette lumière. Pedro, on voit bien que ce miroir, donc qui mesure plus de 10 mètres de diamètre, est une mosaïque. On voit même le crénelage des miroirs, alors que généralement, un petit télescope d'amateur ou même les grands télescopes, le miroir est circulaire, d'un seul tenant. Est-ce que vous pouvez nous rappeler pourquoi on a dû faire cette mosaïque pour le Grand Écan? Il y a une limite technologique. On ne peut pas construire un miroir d'une seule pièce de plus de 8 mètres de diamètre. Et on ne pourrait pas le manipuler, ni le transporter jusqu'à un observatoire au sommet d'une montagne. En assemblant ces 36 miroirs de forme hexagonale, parfaitement ajustés, on obtient l'équivalent d'un très grand miroir d'une seule pièce. Cette mosaïque de verre, c'est une véritable rupture. Car les astronomes cherchent sans cesse à agrandir la taille de leur télescope pour capter davantage de lumière et donc obtenir des images encore plus précises des astres les moins lumineux et les plus lointains. Avec cette nouvelle façon de concevoir les miroirs, ils n'auront peut-être plus de limite à leur soif de découverte. En fait, il leur suffira à l'avenir de multiplier ces petits segments de miroirs. Aujourd'hui 36, demain 1000 ou 10 000 dans les futurs télescopes géants. Grand Écan est près de 10 milliards de fois plus sensible que l'œil humain. Il va permettre aux astronomes de plonger dans l'abîme du temps et de découvrir comment sont nées les premières étoiles dans les premières galaxies. C'était il y a plus de 13 milliards d'années, 130 millions de siècles. Décidément, le cosmos n'est pas à l'échelle humaine. Pendant que ce télescope géant sonde l'univers lointain, je vais braquer mon minuscule appareil photo vers des constellations plus familières. Cette nuit, à l'horizon est, Jupiter, puis la Lune et enfin la planète Vénus vont se lever sur la mer de nuages dans un alignement parfait. Pour capter la trajectoire de ces astres, je vais réaliser ce qu'on appelle un time-lapse dans notre jargon de photographe. J'ai programmé mon appareil photo pour qu'il prenne une image toutes les 30 secondes pendant une bonne partie de la nuit. Je dois jongler avec la luminosité des astres, surtout au moment du lever de lune qui éblouit le ciel nocturne. Voilà enfin la planète Vénus. Elle annonce le lever du soleil. Juste à côté du télescope géant Grand Écan, un autre télescope, qui me paraît minuscule, étudie le soleil. Et oui,
Pas besoin d'un miroir géant pour observer notre étoile. Elle est tellement lumineuse. Notre étoile n'est pas seulement une énorme boule de gaz qui nous chauffe et nous éclaire. C'est aussi un gigantesque aimant dont les astronomes cherchent à percer les mystères. À l'affût depuis cette tour solaire suédoise, ils observent les soubresauts imprévisibles de notre étoile. Ah, c'est pas facile d'arriver jusqu'ici. Waouh! Ah, mais quel plaisir! Là, on est vraiment en face d'un véritable mythe de l'astronomie. Ce télescope, c'est un véritable instrument, une machine à regarder le Soleil qui produit des images de la surface de notre étoile d'une qualité exceptionnelle. Et ce que je voudrais demander à Shane... Bonjour Shane. Hello. Ça va? C'est quoi le secret de ce télescope? Ce télescope est l'un des plus grands télescopes solaires dans le monde. Son secret, c'est surtout sa lentille, d'1 mètre de diamètre. Ensuite, la lumière est réfléchie par 2 miroirs, qui la renvoient en bas de la tour. Là se trouve la table optique et tous nos instruments de mesure. Alors Shane, ces fameuses images, est-ce qu'on peut aller les voir maintenant? Yeah, sure. Voilà une de ces fameuses images prises par le télescope SST. C'est un très très gros plan de la surface du Soleil. Et on voit ces granules, on appelle ça des grains de riz chez les astronomes amateurs, qui couvrent toute la surface du Soleil. Une petite granule comme ça, en réalité, ça mesure 1000 km de diamètre. Alors, Shaheen, comment évolue cette surface du Soleil quand vous l'étudiez avec le télescope? La granulation, qui est formée par ces énormes bulles de gaz, évolue très rapidement, comme on le voit ici. Et ces zones plus brillantes, ce sont des régions où le champ magnétique se concentre, car il y a un puissant champ magnétique qui est généré à l'intérieur du Soleil et qui émerge à la surface. Alors, là, on est sur un très très gros plan du Soleil, mais si on pouvait voir le Soleil en entier, on pourrait voir par endroits des taches très très sombres qui sont dues justement au champ magnétique. Est-ce qu'on peut en voir une photographiée avec le télescope? Oui, bien sûr. Voilà une autre image. Waouh! Alors ça, typiquement, c'est tellement gros, cette tache solaire, que même dans l'Antiquité, on arrivait à les voir à l'œil nu quand le Soleil était caché un peu par de la brume ou par des nuages. Pourquoi c'est tout noir alors au milieu de la tache? Une tache, c'est comme le pôle d'un aimant. Le champ magnétique repousse la matière sur les bords et au centre, la surface est moins chaude. Elle rayonne moins, c'est pour ça qu'elle est sombre. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que le Soleil est une sphère, mais ça ne tourne pas tout à la même vitesse à l'intérieur. Il y a des zones qui tournent plus ou moins vite, et c'est ça qui produit ce champ magnétique. C'est ces frottements du gaz qui produisent ce champ magnétique. Et en fait, l'ensemble de ce phénomène suit un cycle qui est de l'ordre de 11 ans. Shaheen m'explique qu'on observe de plus en plus de taches à mesure que l'activité solaire augmente. Et en ce moment, justement, le Soleil s'approche de son paroxysme d'activité. Et s'il n'y avait que les taches, la surface du Soleil se couvre aussi de fontaines magnétiques brûlantes. Ce matin, pour me rapprocher encore plus du Soleil, je me rends sur l'île voisine de Tenerife. C'est là qu'est installé l'un des très rares observatoires au monde où toute une panoplie de télescopes surveille en permanence notre étoile. Car ces colères peuvent avoir de graves conséquences sur la Terre. Tenerife, c'est l'île la plus haute des Canaries. On aperçoit le pic du Teide, un volcan qui culmine à 3718 mètres. L'observatoire astronomique est installé au pied de cette montagne de lave. Des astronomes du monde entier viennent ici pour étudier le Soleil. Je retrouve Arturo López Aristé, physicien espagnol qui travaille avec le télescope français Thémis. Adolescent, Arturo était astronome amateur. Il est aujourd'hui l'un des plus grands spécialistes des champs magnétiques et particulièrement de celui du Soleil. Ah, c'est magique ce panorama sur le Teide. Arturo, là on a vraiment toute une génération de télescopes qu'on voit ici. Entre ici la coupole de Thémis,
Et en enfilade, la tour solaire sous vide. Voilà. Et ensuite, on arrive jusqu'au dernier né de l'observatoire qui est Grégor, c'est ça? Grégor, juste dans l'axe. Et une journée aussi belle que ça, avec un ciel bleu roi comme ça, vous en avez combien par an? Environ, on a 250 à 260 jours exactement comme ça. Et donc, ce qui fait la spécificité de l'atmosphère ici, c'est qu'on est baigné par les alizés, hein, c'est ça qui baigne l'observatoire? Tout à fait. C'est les alizés qui soufflent presque en continu et qui ont pour effet de refroidir l'air, donc de nous améliorer la turbulence, mais aussi de créer cette mer de nuages qui empêche la pollution et la lumière de monter d'en bas. Dans le monde, seuls quelques observatoires offrent de telles conditions climatiques aux astronomes. Ah, voilà la salle de contrôle de la tour solaire. Finalement, c'est simple, hein, le soleil. Hein. C'est oui, disque orange, vu comme ça. En polystyrène. Non, ça c'est le soleil à l'échelle. Et regardez ici, ça c'est notre planète, la Terre, vraiment minuscule, 100 fois plus petite. Et ça, c'est le champ de vision du télescope. Est-ce qu'il fonctionne en ce moment? On peut regarder le soleil? Tout à fait, on peut le voir en direct. Allons-y ici. Donc, voilà une image en direct du soleil aujourd'hui. On peut se promener à la surface, Arturo? Oui, tout à fait. Il suffit de bouger le télescope. Ouais. On voit la surface du soleil. À le bord. Si on se déplace, on retrouve une belle protubérance. Ça fait quelle taille une flamme comme ça sur le soleil? Une première estimation, une longueur ferait 50 000 km à peu près. Ah oui, c'est 5 fois la Terre, c'est gigantesque. C'est gigantesque. C'est une éruption? Pas encore. Ah, Ça pourrait l'être. Mais pour l'instant, il est tenu là en équilibre. Mais je vais vous montrer en fait une éruption. elle est magnifique cette protubérance. C'est déjà une éruption. C'est la protubérance qu'on a eue avant, enfin une comme elle, qui est entrée déjà en éruption. Elle est devenue instable. Et tout ce matériel qui était là, tenu par les champs magnétiques, a explosé. Il est en train d'être éjecté vers l'espace interplanétaire, peut-être vers la Terre. Et pour pouvoir donner les sons d'alarme... Arturo m'explique que ces éruptions emportent avec elles des masses prodigieuses de particules chargées d'électricité. Notre Terre est normalement protégée de ces orages électromagnétiques par un formidable bouclier invisible, son propre champ magnétique qui l'enveloppe du nord au sud. Mais lorsque les éruptions sont trop puissantes, ce bouclier est comprimé. Certains satellites peuvent être endommagés par ces particules solaires et les avions doivent être détournés. Il arrive même que ces perturbations touchent la Terre et provoquent des pannes électriques. Me vient à l'esprit l'accident qu'il y a eu au Canada et en Nouvelle-Angleterre, où une éruption très puissante a réussi à faire arriver à la surface de la Terre ces courants électriques et ces champs magnétiques solaires, jusqu'au point de surcharger tous les réseaux et laisser dans le noir la Nouvelle-Angleterre et le sud du Canada pendant 3 jours. Donc. Mais du coup, il y a beaucoup de monde qui doit vous demander de faire des prédictions, hein, vous les astronomes. Ah oui. Une fois on voit l'éruption dans le Soleil, on ne sait pas encore s'il va toucher la Terre. Mais le Soleil, il est à 150 millions de kilomètres de la Terre. Alors, à partir du moment où on sait qu'une éruption peut nous toucher, il faut combien de temps pour que ça arrive chez nous? Bien, une fois qu'on le voit sur le Soleil, peut-être jusqu'à 3 jours d'avance. Mais on ne sait pas encore, on n'est pas encore capable de prédire avec exactitude s'il va nous toucher. Alors, ce qui est important, c'est s'il nous touche ou pas ici dans la Terre. Et pour cela, il nous faut attendre que les satellites, les sondes qui se trouvent à 1 million de kilomètres de la Terre, dans la ligne Soleil-Terre, s'ils voient passer oui ou non l'éruption. Et alors là, s'ils le voient passer, on sait que la Terre va être touchée, mais par contre, on n'a que 3 heures d'avance pour protéger nos satellites, protéger nos communications, protéger nos réseaux électriques. Voilà. Je vais laisser les astronomes à leurs questions pour me préparer à un dernier tête-à-tête avec le ciel des Canaries. Je ne pouvais pas quitter Tenerife et ce temple du soleil sans photographier la course des astres derrière le maître des lieux, le pic de Teide.